livre. L'idée, c'est de savoir comment on peut accrocher les gens à ce qu'on va dire. Parce que parler de judaïsme, parler de Torah, je ne suis pas le premier ni le dernier. Il n'y a qu'à avoir peut-être les bibliothèques que vous avez tous, c'est rempli de bouquins. Et je voulais être original. Et dans mes recherches sur la conversion, ou quand on est en train de devenir juif, qu'on fréquente une synagogue, qu'on se demande c'est quoi le Shabbat, c'est quoi les téphilines, c'est quoi si, on cherche des repères, on demande autour de soi, c'est quoi un converti? On a souvent les mêmes réponses. Ah, un converti, t'es avec nous, mon Sinaï. Bon, merci, c'est gentil, au bout d'une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, on n'avance pas vraiment. Et ça me travaillait, je me disais comment ça se fait qu'un monsieur comme moi, d'un certain âge, qui a une vie de famille, qui a une famille, qui... D'un coup, je me lève un matin et j'ai envie de changer d'identité, changer de religion, d'épouser une culture qui n'est pas la mienne, au point de ne plus manger ce que ma mère me cuisine, au point de me mettre à dos des amis. Qu'est-ce qui se passe dans ma tête? Qu'est-ce qui se passe dans mon cœur pour pouvoir renverser tout cela? Dans mes recherches, je suis tombé sur les écrits du Harizal, Rabbi Yitzhak de Louria, qu'on appelle aussi le Hari Kadosh, qui a passé beaucoup de temps à expliquer ce qu'est un converti, socialement, humainement et psychologiquement. Qu'est-ce qui se passe chez quelqu'un d'un certain âge pour qu'il décide d'un coup de devenir juif? Et quand j'ai lu ses écrits, et qu'il expliquait entre autres que l'âme avait différents niveaux, 5 niveaux, que le corps avait différents niveaux, 5 niveaux, je me suis dit, en fait, ma conversion à moi, elle s'est aussi manifestée sur 5 niveaux. C'est pour ça que dans le livre, en fait, je parle de ces 5 niveaux qui sont le noir, parce que ça se voit, le français, parce que ça s'entend, le sioniste, ça se voit moins, mais très vite, on sent que j'aime beaucoup Israël, le converti, parce qu'au sein du peuple juif, j'ai cette particularité-là, et puis tout simplement le juif. Donc voilà le lien que j'ai fait entre l'écriture de mon bouquin et cette lumière de réponse que le Hari Kadosh m'a apportée en tant que converti et futur juif à l'époque. Merci. Alors, pour ce qui est de la première dimension, donc le noir, vous venez d'en dire juste 2 mots. Il apparaît dans le livre qu'il y a une proximité avec l'Afrique. Et vous parlez aussi, et ça j'ai trouvé quand même intéressant, ça m'a un peu frappé, qu'il y a une proximité entre Africains aussi, qu'il y a une familiarité particulière. Et alors, il y a juste encore un point là-dessus, c'est que vous parlez d'une nécessité de retour au bercail de temps en temps. Oui. En fait, quand on a une couleur de peau qui, on va dire, on s'entend en Afrique, bien sûr, parce qu'en Afrique, on est entouré d'Africains, donc on ne se remarque plus qu'on est noir forcément. Mais quand on vit immergé dans un autre monde, et que constamment on a des rappels sur cette couleur de peau-là, quand on tombe sur des personnes avec lesquelles on partage les mêmes aspects extérieurs, il y a une connivence qui s'installe. Un peu la même connivence quand vous êtes dans la rue et qu'une personne parle en hébreu. Vous retournez, vous parlez hébreu. Ou bien si vous voyez quelqu'un avec une Magen David, il est juif. Il y a ce sentiment qui existe et qui fait qu'on a envie de se rapprocher de la personne. Alors, pour les Africains, c'est la même chose. Je pense que pour évoluer, il faut savoir solidifier ses bases. Et ma base à moi, que je le veux et que je ne veux pas, et qui est visible, c'est que je suis africain. Et que j'ai une couleur de peau que j'aime et que je dois assumer et porter constamment, partout où je suis, partout où je vais. Et dans ces moments-là, quand je croise des amis africains, comme il y en a ici, il y a une connivence, on a un regard qui se passe, c'est comme ça. On sait par quoi on passe, ce qu'on traverse, qu'on a cette couleur de peau-là. Et c'est encore plus heureux quand on se sait chacun bien évoluer, bien intégré dans les milieux dans lesquels on est. La question du retour au bercail, parce qu'on parle de violence, c'est de... Parce qu'en fait, l'idée du retour au bercail, pourquoi je parle de base solidifiée, quand on prend par exemple une certaine frange d'Africains qui, en France ou aux États-Unis, sont à la base de mouvements volontairement antisémites, antisionistes ou judéophobes. L'idée, c'est de se demander qu'est-ce qui leur passe par la tête. Pourquoi? Parce que, je parle sous témoin, ceux qui ont eu la chance d'aller en Afrique, ou de passer quelques semaines, quelques jours là-bas, c'est des pays où on sait accueillir.
Ce n'est pas des pays où on aime faire la guerre, où on hait gratuitement. Un exemple dont je parle dans mon livre, c'est qu'on a des personnes comme Farrakhan, pour ceux qui connaissent, qui est à la base du mouvement Nation of Islam aux États-Unis, qui est venu au Sénégal avec l'idée de monter un mouvement identique et qui a vécu un échec cuisant. Pourquoi? Les Sénégalais lui ont dit, mais pourquoi on va derrière les Juifs, ils nous ont fait quoi? Nous, on est ici, on travaille ici, on n'a pas besoin de savoir ce que les autres font. Résultat, il est reparti. Donc pourquoi je parlais de Rotrebeka dans mon livre? J'en parle dans le cas notamment pour ceux qui connaissent un peu l'actualité française de Dieudonné, ou encore de Kémy Séba, qui à un moment instrumentalise les souffrances des Africains pour en faire, entre guillemets, une opposition avec le travail que les Juifs ont fait sur le mémoire, le travail de mémoire, et ne pas laisser certaines personnes franchir des barrières. La population africaine a encore un travail à faire à ce niveau-là, pour que nous, on ait aussi des musées, qu'on ait aussi un vécu et une mémoire sur ce qu'on a passé. Mais en attendant que ce moment-là arrive, il faut un retour au bercail, savoir s'enraciner dans ses ressources, savoir ce que dit le grand-père d'Afrique. Quand il te dit non, on ne fait pas de mal, nous. On est des gens qui écoutons, qui sommes sages, qui échangeons. Et souvent, ceux qui véhiculent la haine, ils ont vraiment coupé avec la base. C'est pour ça que je demande de retour au bercail par rapport à l'Afrique. Parce que vous considérez quand même des épreuves, et avec aussi, donc, de temps en temps, un consistoire qui est plus rigide, avec beaucoup de rigueur, et aussi des gens bienveillants, des gens qui vous ont accueillis, y compris dans une loge du bruit. En fait, je pense qu'il faut un équilibre entre les deux. Moi, je parle de ça avec beaucoup de recul. À l'époque, je vivais les choses avec beaucoup plus de crispation, on va dire ça comme ça. Mais il faut un équilibre. Il faut des gens qui boostent et d'autres qui tempèrent. Et parfois, dans la tempérance, il faut être dur. Pourquoi? Parce que, effectivement, dans le processus qui était le mien, j'avais aucune connaissance du judaïsme. Je voulais me convertir à une religion dont je ne connaissais ni les us, coutumes. J'habitais dans un quartier, il y avait quelques juifs, mais je n'avais jamais vécu dans un milieu totalement juif. Donc il fallait que je découvre tout ça. Et en même temps, le consistoire fait son travail. Son travail, c'est quoi? C'est faire un tri pour gérer la sincérité ou savoir la sincérité du candidat. Et à ce moment-là, effectivement, il y a des événements qui sont marquants. Quand par exemple, on essaye de trouver sa première synagogue, le consistoire me dit non, monsieur, ok, vous voulez vous convertir, mais il faut que demain, ou dès que possible, vous allez à côté de chez vous, vous fréquentez cette synagogue pendant 1 an, et 1 an après, vous revenez nous voir et on verra ce qu'on peut faire pour vous. Allez-y. Donc, on a la main qui transpire quand il faut appeler le rabbin, on se dit est-ce que je tape, je sonne, il faut faire quoi? Donc, je vais à la synagogue qui était à côté de chez moi à l'époque, et à ce moment-là, il y a une sécurité. C'était Shabbat, et on me dit, monsieur, votre carte d'identité. Donc, le peu de choses que je connaissais de Shabbat de l'époque, on me dit, il ne faut pas porter. Je dis, bon, je ne dois pas porter, je ne dois rien avoir sur moi, je suis là, on me donne ma carte d'identité. Je comprends pas. Et il est très sérieux en plus, c'est une sécurité. Bon, ok, je fais, non, j'ai pas. Ils me disent, bah, comment vous allez rentrer, on ne vous connaît pas, vous n'avez pas de carte d'identité, vous ne rentrez pas. Et là, j'ai un réflexe, je dis, mais c'est Shabbat, je ne peux pas porter. Il me dit, ok, attendez. Il regarde un peu, il parle avec son ami, il me laisse rentrer. Et en fait, cette petite scène-là illustre en fait tout le parcours du converti. C'est qu'il y a souvent de l'incompréhension entre celui qui est en plein parcours, en plein processus, et celui qui doit faire son travail de sécurité, de tri, de rabbin. Et j'essaie d'en parler dans le livre avec un peu d'humour, parce qu'il faut prendre ça à la dérision, parce qu'en fin de compte, et celui qui fait la sécurité, et celui, et moi, dans ma réponse, on est dans notre rôle. Parce que si à ce moment-là, je me débile, et je me dis non, allez, je rentre chez moi, ben en fait, c'est que je ne prenais pas ça au sérieux, et que je n'avais pas les éléments de réponse, et que je n'étais pas intéressé à tout ça. Et si lui ne fait pas ce travail-là, on ne sait pas ce qui peut se passer avec les gens qui veulent tenter de faire certaines choses contre la communauté. Donc, tous ces événements-là dont je parle dans le livre, qui sont des événements où, sur le moment, on les vit avec beaucoup d'amertume, c'est quelque part des passages nécessaires, parce qu'il n'y a pas de souffrance gratuite. Je fais partie de cette école-là qui croit qu'à un moment, quand un homme est sur Terre, il a des choses à faire et des choses à réparer.
Donc, si je suis né dans une famille congolaise, au fin fond de Kinshasa, et qu'il a fallu que je revienne dans un peuple qui serait le mien depuis des lustres et des lustres, et que c'est qu'une âme qui est revenue, c'est que j'avais des choses à réparer, donc au moins que ces petites souffrances-là servent de réparation et de crédit pour la vie. Belle mentalité. Et l'histoire du Bnébrite, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, au Bnébrite, c'était très intéressant, j'ai toujours fonctionné sur les deux tableaux. L'investissement au niveau de la foi, puis l'investissement communautaire au niveau... J'ai toujours été un grand militant. Et j'ai entendu parler du Bnébrite, je me suis dit, tiens, c'est une mentalité qui me correspond bien. S'investir, faire les choses pour la communauté, dans la culture. En plus, sur Paris, ils sont très marqués sur le travail contre l'antisémitisme. Et donc, j'ai de bouche à oreille entendu parler qu'il y avait des recrutements. J'ai envoyé mon courrier, et je n'étais pas encore juif à l'époque. Et pourtant, le Bnébrite ne recrute que des personnes qui sont juives, ou du moins qui sont allées bien engagées sur le processus, et moi, ce n'était pas encore mon cas à l'époque. Donc, j'écris mon courrier, et je me disais, bon, avec le peu d'expérience que je commence à avoir de comment ça se passe, je vais avoir un refus parce que je n'ai pas encore fait mon processus, et après, bon, on aura essayé. Là, une belle surprise, les personnes de cette loge-là me reçoivent, disent, mais donc on a une heure d'échange très intéressant, on parle de politique, on parle de culture, on parle d'investissement, on parle du peuple juif, enfin toutes ces choses-là qui font qu'on est aussi un peuple culturel, un peuple culturé, identitaire et tout. Et ça prend, la malaise prend. Elle me dit, ok, on va te prendre. Et moi je dis, mais je ne suis pas juif. Et elle fait, non, on te fait confiance. On sait que tu es lancé sur un processus et que tu vas aller jusqu'au bout, mais au bout de ton processus, ramène-nous le certificat. Et cette marque de confiance-là, qui venait du monde culturel, m'a rempli de force même pour le monde spirituel. Et ça m'a permis d'avancer. Et jusqu'à aujourd'hui, je suis très lié à ces personnes-là qui m'ont beaucoup aidé à l'époque. Vous avez créé le mouvement sioniste africain. C'est un peu particulier. Pourquoi vous avez fait ça? Quels sont les objectifs de ce mouvement? D'accord. L'idée, c'était déjà de définir ou de redéfinir le sionisme. Dans les quartiers d'où je viens, le mot sionisme est presque affilié à une forme d'insulte. Quand quelqu'un se promène avec un t-shirt sioniste, il peut se retrouver avec des tomates, tout ce qu'il y a dans le marché sur lui. Je me suis dit, il y a un problème. Je suis quelqu'un qui fonctionne beaucoup sur la foi, sur la Emouna. Je me dis, bon, qu'est-ce que dit la Torah sur le sionisme? Je cherche un peu, j'étudie, et je me dis, mais en fait, le premier sioniste, c'est qui? C'est pas Herzl. Le premier sioniste, si on prend Sion dans le sens originel du terme, c'est Abraham. Parce qu'Abraham était dans un pays, il avait une situation, il avait une foi, et il voulait un lieu d'habitation idéal. Idéal comment? Idéal par rapport à sa manière de penser, idéal par rapport à ses ambitions, et par rapport à sa manière de voir la vie. Donc, à ce moment-là, Dieu vient et dit, ok, j'ai une terre pour toi. À ce moment-là, pars. Donc, le premier sioniste, pour moi, c'est ça le sionisme. Et il se bat, lui, sa descendance, ses enfants, pour une terre. Et à partir de là, je me dis, mais en fait, dans sionisme, c'est Sion. Sion, c'est Yerushalayim, c'est le Har Sion, le monde Sion. Donc, c'est quoi le sionisme pour moi? C'est cet idéal-là de vouloir aller ou de vouloir vivre en paix sur sa terre. Mon idée, c'était ça. C'était de dire, voilà, on a une Afrique qui est dévastée par les guerres. Une Afrique qui, dans une période postcoloniale, a été divisée à la règle par ceux qui se sont partagés les terres. Les familles se sont retrouvées séparées d'un côté de l'autre de certaines frontières, ne vivant pas en paix sur leurs terres. Mon idée, c'était quoi là-bas? C'est de dire, voilà, je souhaite vraiment qu'il y ait un rapprochement entre les Africains et Israël. Parce que les combats sont les mêmes. Lesquels? Vivre en paix sur sa terre. À partir de là, quel est le lien qu'il y a entre les deux? C'est que
Le sionisme qui va devenir une idée politique, ça, je laisse chacun d'entre vous débattre dessus, penser ce qu'il veut penser par rapport à cela. Pour moi, le sionisme, c'est une manière de concevoir la terre d'Israël et automatiquement une manière ensuite de concevoir les autres terres. Je parle d'un exemple dans mon livre où je parle de Sancheriv. Sancheriv, c'était un grand monarque de l'époque. Et on dit qu'il avait une connaissance particulière de l'ésotérisme et de tout ce côté mystique de la Torah. Et il savait que Dieu avait fait une terre pour chaque peuple. Et que chaque peuple atteignait son apogée quand il était sur sa terre. Donc il s'est dit quoi? J'ai un empire colossal, je veux l'asseoir, ben je vais mélanger les peuples. Comme ça, si je mets par exemple les Polonais au Mexique, les Mexicains en Inde et les Indiens en Australie, ils ne vont pas atteindre leur puissance, leur apogée, et mon empire sera à ce moment-là stable. Donc il y a ce récit-là qui est expliqué dans la Torah, comme quoi Sancheriv a mélangé les peuples en mettant tel peuple, tel peuple, tel peuple, là et là et là et là. Donc à ce moment-là, on comprend bien qu'il y a un lien fort qui existe entre les personnes, les peuples et leurs terres. Donc le mouvement sioniste africain, c'était de rapprocher deux peuples sur une même pensée qui est qu'il faut une liberté sur sa terre. À partir de là, comment on fait? Je m'étais axé sur deux choses, le social et l'économie. Le social, comment? Parce que je suis quelqu'un de très ouvert. Je n'ai aucun préjugé sur aucune religion parce que j'ai connu les trois. Mais s'il y a une chose que je bannis, c'est l'extrémisme. Quand je suis retourné à Kinshasa en 2011, donc avant la création du mouvement sioniste africain, j'ai retrouvé mes oncles, ceux que les frères et sœurs de mes parents. Mon oncle que j'avais laissé qui s'appelait Olivier, il est devenu Mohamed. Ses enfants sont devenus Bachir et autres. Sur la base, ça ne me gêne pas. J'ai grandi avec des Mohamed et Bachir donc toute ma vie, donc je ne suis pas choqué. Mais je demande quelle est la base de sa motivation. Et surtout que quand il me dit qu'il s'appelle maintenant comme ça, il m'invite chez lui pour boire de l'eau, manger. Et quand il mange, il se signe. Il fait le signe de la croix. Qu'est-ce que tu fais? Tu as changé de religion, tu te signes. Et quand tu pries au nom de Jésus, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, non, mais tu vois, ici, c'est dur. On n'a pas à manger. Il fait au moment que la mosquée, là, les enfants vont manger tous les jours. Et en plus, il paie l'école des enfants. Il fait au début, quand tu viens, tu manges, ça va. Il fait, moi je suis un homme, j'aime pas qu'on me donne. Mais au bout de 4-5 fois, tu as honte. Tu rentres comme ça, tu te sers, et à la fin, tu te convertis. Je me suis renseigné. Et on comprend qu'il y a des mosquées qui ouvrent, qui sont financées par certains pays tels que l'Iran et le Qatar. Je dis, il y a un problème social. Je ne dis pas qu'il faut faire du social pour faire devenir tout le monde juif, c'est la pire des bêtises. Non. Faire du social pour les laisser tels qu'ils doivent être, dans leur propre choix. Et c'est à ce moment-là j'ai dit qu'il faut absolument contrer. Et à l'époque, quand j'ai créé le mouvement sioniste africain, j'ai écrit au ministre Lieberman. Il dit voilà, de faire un mouvement sioniste africain, j'ai besoin du soutien du ministère des Affaires étrangères israélien. Sur 2-3 choses, parce que j'ai vu que vous avez fait une tournée en Afrique. Pourquoi vous l'avez fait? C'est que vous avez compris qu'il y a un intérêt à être sur ce pays, sur ces territoires-là. Chose à laquelle elle a répondu favorablement. Donc à partir de là, rapprocher socialement, faire en sorte que les synagogues qui sont présentes en Afrique, s'il y en a, à Kinshasa, pour ceux qui connaissent, une synagogue qui est là depuis 83, mais qui a un bunker. Les Congolais ne savent pas accéder. Ils ne savent même pas échanger avec les gens qui sont là. Faire un petit peu de social. Faire en sorte que les gens sachent que voilà, Israël aussi, c'est pas que soutenir les armées, c'est pas que soutenir les présidents, c'est aussi vous accompagner vous. Et puis le côté économique, apporter un maximum de technologie, de savoir-faire, de connaissances israéliennes en Afrique, le goutte à goutte, le solaire, l'agriculture, toutes ces choses-là qui ont permis à Israël, en 70 ans, de devenir une des top puissances, alors que les pays africains sont à peu près devenus indépendants dans les mêmes périodes. Et quand on regarde l'avancée, il y a un décalage. Donc c'est sur cette base-là qu'on a créé le mouvement sioniste africain. Et pour nous, le sionisme, ce n'est pas une construction politique avec tout l'histoire politique, c'est une redéfinition sur nos termes à nous. Parce que tous ceux qui se l'ont approprié l'ont redéfini. Alors pourquoi je dois subir la définition des autres? La définition, c'est celle de la Torah. Être sioniste, c'est croire qu'il y a une terre que Dieu a donnée en héritage à nos pères, et que cette terre-là,
et que ce langage-là, ce discours-là, c'est ce même discours que Ben Gurion a prononcé devant l'ONU. Si c'était autre chose, il aurait dit voilà, on a une terre, on a ceci, cela. Il a pris un tabac, une Bible, il a dit voilà, ça, c'est notre carte d'héritage. C'est sur ça qu'on se base pour dominer cela. Après le reste, les constructions politiques, la diplomatie, oui, c'est autre chose. Mais la légitimité que chacun d'entre nous avons sur cette terre-là, c'est que sur la Torah. Alors pourquoi, quand il s'agit de parler de cette terre-là, on veut parler de tout sauf de Torah? Moi je dis non. Mais, enfin, j'entends ce que vous dites, mais à l'égard d'autres personnes qui n'ont pas notre foi, qui n'ont pas, enfin, pour qui la Torah ne représente rien de significatif, comment est-ce que vous pouvez expliquer le sionisme? Si c'était par exemple vos anciens amis d'enfance, vous ne pouvez pas leur parler de la Torah. Si, justement. Parce que mes amis d'enfance me parlent de quoi? Mes amis d'enfance me parlent de la Bible. Donc, les gens ne sont pas choqués d'entendre du spirituel dans le discours. C'est peut-être parfois nous, les Juifs, qui avons peur de spiritualiser notre discours. C'est pas une question de spiritualité. Dans mon esprit, c'est la notion que sa foi n'est pas opposable aux autres. Par contre, l'opposition de la foi, au jour d'aujourd'hui, si on pose une question très simple, quelle est la légitimité du peuple juif sur cette terre à l'heure actuelle? Pourquoi on n'a pas été en Ouganda? C'est quoi la légitimité? Ça se trouve, cette terre-là est Palestine. D'où savons-nous que nous avons une légitimité dessus? Non, ce qu'on peut dire, parce que dire c'est écrit dans la Torah, c'est vraiment, il faut croire dans la Torah. Non, j'ai une question, la question est simple. Moi, je répondrais, si ma question était comme ça, je répondrais sur un attachement historique et culturel. C'est pas ça ma question. Au jour d'aujourd'hui, quelle est la preuve que nous, Juifs, avons un droit sur cette terre-là? Il n'y a pas de preuve en matière politique. Alors, en matière politique, il n'y a pas de non, preuve. je parle Il y a un faisceau de présomption. Non, je parle d'une discussion ouverte. J'ai en face de moi un Palestinien et qui me dit voilà, moi je suis là depuis X temps. Et voilà, je suis là, ok. Toi, tu es revenu, mais en tant que juif, je me pose la question. Il faut que je sois honnête envers moi-même. Quelle est ma légitimité à moi de me lever devant un Palestinien et de dire voilà ma crédibilité sur cette terre-là? D'où vient ma crédibilité? Je dirais un attachement historique et culturel. C'est pas suffisant, parce que l'attachement, il y a des gens qui ne sont pas juifs qui ont aussi un attachement sur cette terre-là. Pourquoi en 1948, tu t'es plus attaché ici qu'à l'Ouganda? Non, parce qu'il y a un historique, parce qu'il s'est passé des choses dans le temps. C'est ça. Cette historique-là. En tout cas, la preuve par la Torah, moi je ne peux pas l'accepter. Non, j'ai une question très simple. Cette historique-là, ce vécu-là, dans quoi elle s'enracine? Sur quoi elle se base? Et c'est ça la question, parce que si, parce qu'on tourne autour de la question, mais vous n'y répondez pas, la seule légitimité qu'on a, qui fasse qu'on puisse tenir un discours devant des personnes qui sont, entre guillemets, aussi habitants de cette terre-là, c'est de justifier cela par notre attachement, pas culturel, pas seulement historique, mais aussi notre attachement religieux. Et comment on le fait? Il faut bien connaître les écrits religieux. Là, c'est notre question là-dessus. Quelque chose d'autre qui m'a frappé en lisant le livre, c'est. Vous dites que. On entend de temps en temps un soutien de l'amour d'Israël de certains juifs, et vous dites qu'il faut parfois se méfier. Parce que c'est mon vécu dans des différents milieux où je suis passé. C'est qu'à un moment, l'amour d'Israël peut être un amour vache. C'est-à-dire qu'on est là, on a l'impression que la personne nous soutient, nous apprécie, nous aime. Mais au moment où il faudra qu'il marque son amour de manière ferme et véritable par rapport, par exemple, on a eu un conflit, ou on a eu, voilà, je ne sais pas si c'est votre cas, moi j'ai perdu des amis pendant ce dernier conflit. Et à ce moment-là, on se demande, mais quel est l'intérêt, quel était l'intérêt de cette personne-là au moment où on a lié amitié? Et cette vérité-là, elle est moins véritable sur l'aspect culturel que sur l'aspect religieux. Parce que souvent, quand on a en face de nous des personnes qui sont marquées, ancrées dans leur religion, et qui vont avoir une amitié pour nous, il faut voir jusqu'où cette amitié, elle peut aller. Moi, c'est sur ça que je teste mes amis à chaque fois. On est amis, mais est-ce que ton amitié, c'est à la fin, il faut que je reconnaisse ta religion et ce que tu es et que j'oublie ce que moi je suis. Et
malheureusement, dans les milieux par lesquels je suis passé, c'était une stratégie aussi d'infiltration dans la communauté juive. Je ne citerai pas d'associations qui sont actives au niveau de la France, mais l'idée c'était de prendre les juifs et de les convertir. Mais comment on prend les juifs et les convertir? En leur montrant comme si on était proches, comme si on était orienté vers leur culture, vers leur savoir-faire. Mais à un moment ou à un autre, l'idée c'est de les convertir. Au christianisme, je parle du christianisme entre autres. Pourquoi? Parce que là, à ce moment-là, il y a une guerre idéologique qui se passe. Si on se pose vraiment des questions sur le christianisme, j'ai failli être pasteur, je sais comment fonctionne le christianisme, à savoir la Nouvelle Jérusalem, toutes ces choses-là, il y a toute une pensée antisémite qui existe sur le christianisme, il faut le savoir. À partir de là, quand on a un élan d'amitié qui peut venir des États-Unis, des mouvements internes et internes, il faut faire attention. Parce que un chrétien qui est bon, il va normalement laisser le juif tel qu'il est. Il va savoir que non, un juif, il doit rester juif. Mais malheureusement, ça c'est 10% des personnes. 90% des personnes, quand ils sont dans une posture comme ça, ils savent que la chrétienté est venue en complément du judaïsme. À partir de là, il faut essayer de ramener les gens vers une connaissance de ce que c'est que le Messie. Et toutes ces choses-là, je les connais parce que j'ai fait partie de ces mouvements-là. J'ai rencontré des gens qui étaient dans ces mouvements-là. J'ai vu les gens qui ont construit, qui construisaient. Comment ramener les juifs dans cette pensée-là? C'est une vraie stratégie. C'est une vraie stratégie. Il faut le voir. Après, moi, je vois souvent sur Internet les combats que se livrent ces associations avec certaines associations juives qui protègent les juifs à ce niveau-là. Il faut faire attention. C'est-à-dire que quelqu'un qui vit pleinement sa foi doit le vivre personnellement. Mais quand on veut en être sûr, il faut pousser l'amitié jusqu'au bout. Est-ce que ton but c'est de me laisser vivre ma judaïté ou vivre mon judaïsme peut-être plus vrai, bien que je me rende petit à petit qu'en fait je suis dans une erreur et qu'il faut que je reconnaisse que c'est ça. J'en parle ouvertement parce que c'est des choses desquelles déjà à l'époque je luttais, mais maintenant c'est un danger parce que je sais qu'il y a beaucoup de juifs qui se retrouvent dans ces milieux-là et qui pensent avoir un petit échappatoire pour un peu couper avec le judaïsme, mais il faut faire très attention. Ce qu'on a vu, c'est en tout cas, il y a encore en octobre, il y avait aussi une manifestation près de la gare centrale où il y avait un événement pour Israël, et c'était organisé par des groupements chrétiens. Donc, il faut voir ce qu'il y a derrière. C'est souvent des chrétiens évangélistes. Oui, oui, c'est ça. Il faut voir ce qu'il y a derrière. C'est tout à fait. Il faut voir ce qu'il y a derrière. Donc, il y a un autre concept que vous évoquez à plusieurs reprises et qui est un fameux concept dans le judaïsme, c'est la notion de peuple élu. Alors, moi, ça m'intéresse un peu de voir, parce qu'il y a différentes interprétations sur la façon de comprendre ce terme. Est-ce que ça représente des obligations pour le peuple juif, ou des privilèges, ou les deux? Comment est-ce que vous voyez ça? C'est que des obligations. En fait, c'est pour comment moi j'ai compris cela, c'est par rapport à mon vécu. Je viens d'une famille où mon grand-père paternel était un des plus grands sorciers d'Afrique. Et dans ses connaissances, il y a beaucoup de choses que j'ai vécues, que mes parents ont vécues, que vous croirez à peine. Je les ai vécues. Et c'est en retournant au Congo, dans mon processus, avec ma kippa, mes titites, en allant dans les zones un peu reculées, où justement ce grand-père opérait beaucoup, des personnes de s'émerveiller, entre guillemets, sur les titites de ma kippa. Pourquoi? Il dit, c'est quoi ça? Je dis, non, je sais rien. Je dis, non, c'est quoi ça? Je veux ce truc-là. Je dis, non, pourquoi tu le veux? C'est rien. Il dit, non, c'est une belle protection, ça. Hein. Je dis, comment ça, c'est une belle protection, ça? Moi, dans ma méconnaissance, je sais, là, je laisse parler. Et je comprends que les outils dont on dispose, donc parfois on ignore l'utilité ou la profondeur de la symbolique, pour vraiment comprendre la nécessité ou la signification, il faut aller dans des terres où c'est très très spiritualisé. Parce qu'on a tous vu les Africains avec des choses ici,
Des gris-gris, des trucs comme ça. Ça paraît être du folklore. Mais si on enlève un peu la culture juive qu'on a et qu'on se pose des questions, moi j'ai des titres, mais c'est quoi ce truc-là? À quoi ça sert? Tous les matins je dois les mettre. Même quand il fait 40 degrés à Artilia, je dois souffrir de chaleur pour les mettre. Et c'est des films-là qu'on est. C'est des amis, c'est la peau de vache. On met des parchemins dedans, on écrit des choses, on les met ici, on les met ici. Et c'est le rouleau de ces faire droit qu'on a. Il faut l'écrire sur une peau d'animal, il faut des règles, tout ça. C'est quoi toutes ces choses-là? C'est comme ça que moi j'ai compris ma Torah. Parce que je viens d'un monde mystique, et cette Torah-là, je l'ai compris par le côté mystique, parce que j'ai compris dans le mysticisme. Donc quand j'ai compris le mysticisme, je sais que ce que nous faisons, c'est une totale vérité. Et cette totale vérité-là, c'est pour moi cette notion de peuple élu. C'est pas élu dans le sens où je suis l'aîné, je te dis de faire ça. Non, c'est élu dans le sens où la spiritualité, la gestion de la spiritualité, la bonne gestion de la spiritualité, les clés ont été données au peuple juif. Ça, toutes les personnes, même les plus mystiques qui sont dans toutes les religions, le savent. Donc c'est pas trop et pas trop plus. On reste raisonnable et cohérent. C'est de la cohérence, c'est surtout de la connaissance. On ne se rend pas compte de la connaissance dont on dispose. Moi, j'ai la chance de me rendre compte parce que je viens de l'opposé. Je viens du contraire. Je viens de là où les téphilim prennent tout leur sens. Parce que j'ai vu le contraire. J'ai vu les personnes vouloir jouer avec des forces spirituelles et dans leur volonté de jeu, la réalisation juive était ce qu'ils cherchaient. Non pas parce que ils voulaient devenir juifs, parce que non, ce truc-là, je le veux. Donc à partir de là, j'ai compris que l'élection du peuple juif, c'est qu'on lui a donné des connaissances spirituelles transmises depuis Moshe, avec le temple, avec le prêtre, le Kohen Gadol, avec le pectoral, avec la tenue, les couleurs, même à Kippour, même à Rosh Hashanah, on fait des bénédictions, on fait toutes ces choses-là qu'on fait de l'art culturel. Mais quand on se penche un peu sur leur signification, on se rend compte qu'elles ont un sens spirituel. Et c'est là que se joue l'élection. Parce que Dieu l'a dit, je vous choisis vous, pas pour être les États-Unis, pas pour être les plus élevés, non, je vous choisis vous pour être ceux qui allaient transmettre cette spiritualité-là sur terre. Parce que la spiritualité, c'est tout un monde. Et pour arriver à gérer ça comme il faut, sans judaïsme, c'est pas possible. Il faut aussi un lien entre cette spiritualité, cette élection et l'unité même au sein du peuple juif. Oui. Comme je disais, il y a une phrase qui m'a toujours marqué dans la Torah, c'est qu'il y avait 12 tribus. 12 tribus qui, à l'époque du désert, étaient séparées entre elles par des cours d'eau. C'est-à-dire que chaque tribu vivait indépendamment son judaïsme. Donc en se posant la question, 12 tribus, c'est-à-dire qu'il y a 12 manières de lire la Torah, 12 manières de voir le judaïsme, 12 manières de faire ci. Donc à partir de là, j'ai compris qu'il ne faut absolument pas juger le juif dans sa pratique. S'il est bien en tant que rabbin, tant mieux. S'il est bien en tant que laïc, tant mieux. S'il est bien en tant que ultra orthodoxe, tant mieux. Parce que qui peut savoir comment étaient les 12 tribus dans le désert? Personne. On te dit juste qu'il y en avait 12. Et sache que c'est l'unité des 12 qui faisait le peuple juif. D'où le fameux pectoral avec chaque tribu le nom. Il manquait un seul nom, on n'était pas le peuple juif. Donc à partir de là, quand on comprend qu'il y a autant de disparités sur un même peuple, qui se dit uni, mais uni dans sa diversité, après, la vérité, on la saura quand il y aura la fin. Bon, à l'heure actuelle, chacun a les arguments à faire valoir, chacun a les arguments vrais, faux, peu importe. L'essentiel, c'est de garder son identité et de veiller à le transmettre. Et quand on garde ces deux choses-là, garder et transmettre, à un moment ou à un autre, on a cette unité qui se fait. Parce que quand on veut transmettre, on doit transmettre quelque chose. Comment on transmet? Je transmets quoi? Il faut que je sache ce que je vais transmettre. Quand je dois garder, je garde quoi? Il faut que je sache ce que je dois garder. À partir de là, 12 tribus, 12 manières de voir la vie, 12 manières de vivre le judaïsme. Garder, transmettre, j'ai aucun souci sur l'unité du peuple juif. Il
faut juste qu'il soit suffisamment clairvoyant sur la nécessité d'accepter la différence de l'autre. Parce que si Moshe a laissé 12 tribus faire 12 choses de manière avec des disparités différentes, et d'ailleurs, petite parenthèse, pour ceux qui lisent un peu la Torah, il y a la paracha qui s'appelle Nassau. Il y a les 12 princes de tribus qui apportent des offrandes pour l'inauguration du Mishkan. Ils apportent tous la même offrande. Par exemple, ils avaient une bouteille d'eau, un verre. Il y a marqué, le prince de Shimon apporta une bouteille d'eau, un verre. Le prince de Yehuda, une bouteille d'eau, un verre. Le prince de tous, une bouteille d'eau et un verre. On dit, mais pourquoi tu nous dis, pendant 2 chapitres, qu'ils ont tous apporté la même chose? Dis-moi une fois, les 12 tribus ont apporté une bouteille d'eau et un verre. Elle dit non. Parce que dans cette bouteille d'eau et dans ce verre-là, chacun avait une intention différente. Quand on comprend ça, on ne peut pas être intolérant. Les 12 tribus ne sont pas perdus non plus, non, les autres. On les retrouve. Tant mieux. On va les retrouver. Quelque chose qui m'a frappé aussi dans la logique du converti, c'est que vous définissez un rôle particulier pour le converti, même des responsabilités particulières. Voilà. Ça, c'est une question essentielle pour moi dans cette conférence. C'est voilà, qu'est-ce que c'est qu'un converti? Une personne qui vient d'une autre culture, d'une autre nation, d'une autre foi, qui rentre dans le judaïsme. Quel est son but? Quel est son rôle? Et quelle doit être sa fonction? Cette question-là, pour moi, est la clé pour savoir et comprendre à quel point la conversion doit être prise au sérieux et doit être importante dans le regard de chacun d'entre nous. Pourquoi? Parce qu'une personne qui rentre dans le judaïsme, il faut d'abord qu'on soit sûr que tous ses réflexes anciens, que ce soit dans sa foi, dans sa spiritualité, dans sa manière de penser, qu'il les a laissés derrière. Parce que l'idée de devenir juif, c'est de prendre sur soi la Torah. Que ce soit chez les Mazortis, que ce soit chez les libéraux ou chez les orthodoxes, on dit au candidat à la conversion, tu ne peux accepter que tous les commandements. Tu n'as pas le choix d'en choisir un et pas les autres. Et pour ça, il y a un travail à faire. Et souvent, on n'a pas les bonnes réponses. Moi, la réponse que j'ai trouvée, c'est le Maria Kadosh. Il dit, celui qui sait se pencher sur cette question-là, comprendra c'est quoi la dimension essentielle des convertis. Pourquoi? Avec notre expérience, notre vécu, on apporte des éléments d'analyse qui n'étaient peut-être pas accessibles au moment où on n'était pas là. Moi, avec ma connaissance du christianisme, du monde évangélique, un peu de la mystique, j'apporte cela, j'écris un livre, je participe à cette connaissance-là. Donc à partir de là, pour ceux qui sont nés juifs, c'est, on va dire, un problème de régler. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'aller expérimenter le Congo, la sorcellerie pour savoir ce qui se passe. Faisons confiance à Pétras, il sait. Il vient de là-bas, il a vu, il connu, il a dit, on sait. D'autres qui va venir d'un monde sud-américain. En fait, on doit apporter, on doit venir avec un bagage de connaissances, de motivation, c'est vraiment, on doit apporter une richesse. Et un converti qui vient en voulant recevoir sans apporter, c'est pas un converti sincère. Quand on apporte, quand on vient, on doit apporter quelque chose. Et cet apport-là, il se manifeste dans la connaissance, dans le vécu, dans la réflexion et surtout dans l'abnégation. Pourquoi? Parce que nous, on arrive, on est tout frais. Moi, j'ai 2-3 ans de judaïsme. Vous avez roulé votre bosse. Je suis un amateur à côté de vous. Mais cette jeunesse-là, cet enthousiasme-là, quand vous allez le voir, ça va vous donner envie. Ah, il est bien ce jeune, allez bon, on va se remettre, on se remet en scène. C'est ça le but, on doit redonner du peps. Et un converti qui vient et qui attend qu'on les donne, il n'a pas compris. Vous avez, depuis un an, fait le choix de vous établir en Israël. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous voulez peut-être en dire? Est-ce que ça se passe bien? Il y a des satisfactions, des déceptions? Ça se passe très bien. En fait, ce qui se passe, c'est que, à un moment, si je le pouvais, j'aurais fait ma conversion le lundi, et le mardi, j'aurais pris mon vol pour Israël. Mais après, j'ai découvert les âges de l'administration. On m'a fait comprendre, écoutez, c'est bien gentil, monsieur Pétras et Yaou, mais quand on se convertit, il faut attendre 1 an avant d'aller faire ça ailleurs. Ah, c'est la première chose. J'ai attendu 1 an. Au bout des
de l'année, le lendemain, j'ai fait mon dossier d'Aliyah. Parce que pour moi, j'avais du mal à concevoir de vivre mon judaïsme en dehors d'Israël. Parce que j'ai premièrement été amoureux d'Israël avant de découvrir la Torah et tout ça. C'est un pays qui m'a toujours attiré. C'est un endroit que j'ai découvert tout seul, Sakodo, en 2009, et j'ai découvert des gens, une culture, de la nourriture extraordinaire. Et je voulais vivre là-bas, absolument. Donc quand je suis parti là-bas, je suis parti avec des bons a priori. Parce que je savais qu'en ayant déjà goûté un peu à ce pays-là pendant 3 mois en 2009, c'est ce que je voulais. Donc quand j'arrive, j'ai que de la motivation, j'ai que de l'envie de réussir, j'ai que envie de donner encore à ce pays. Et c'est ça qu'il faut. Parce qu'une aliyah, elle peut se transformer en... Ça peut être très compliqué si on vient avec le mauvais esprit. Le mauvais esprit, c'est quoi? C'est j'arrive dans un pays, je suis belge, je suis français, donc je vais vivre comme un belge ou un français. Non. On arrive, il y a une culture israélienne, il y a un langage, il faut s'imprégner de cette culture-là. Il faut laisser ses réflexes, ses acquis de côté et décider de devenir israélien. C'est vrai que je parle un peu fort par moment, je crie, mais c'est qu'avec avec amour, parce que l'Israélien est comme ça, il s'exprime, il n'aime pas l'hypocrisie. Si je n'aime pas ces taux-là, je ne vais pas faire semblant de l'avoir toute la soirée à la fin aller vomir. Non, mais c'est quoi ces taux? Changeons ces taux. C'est comme ça. Après, on apprend l'administration, à être patient, à ne pas se laisser dépasser. Même la vieille personne à 70 ans, elle s'est dépassée aussi, elle met des coups. Tout ça, on apprend. Mais il faut s'imprégner de cette culture-là. Il ne faut surtout pas venir avec l'idée que le pays doit vous donner. Non, c'est vous qui devez donner au pays. Et quand on comprend cela, la lettre se passe très bien. On apprend très vite la langue. Même pour ceux qui se disent « Ah, moi je suis vieux, je ne peux pas parler hébreu ». J'ai vu des personnes arriver là-bas, passer 3 mois à leur rythme, 2 heures d'hébreu par jour. En 3 mois, ils savent se débrouiller, négocier au marché, négocier partout. C'est vrai, parce que c'est très bien. Je vous remercie. J'avais pu répondre de questions après, mais je vais peut-être passer la parole à la salle s'il y a des questions. La question que je voulais poser tout à l'heure. Comment ça s'est passé au niveau de votre famille, votre conversion? Comment elle a été acceptée dans votre famille, votre pays? Au niveau de ma famille, grâce à Dieu, ça s'est bien passé, parce que j'ai fait attention d'expliquer chaque étape à mes parents. Je ne suis pas arrivé, j'habitais plus chez eux déjà, mais je ne suis pas arrivé avec mes gros sabots en disant voilà, c'est comme ça. Non. Je suis arrivé, j'ai dit voilà, je vais devenir juif. Ils m'ont dit bon, ok, tant que tu ne veux pas devenir musulman, c'est bon. Parce qu'au Congo, on a un vécu très difficile avec l'islam. Pour ceux qui connaissent un peu Zanzibar, tout ça, la première esclavage, ce n'est pas les Européens, c'est les Arabes. Donc dans la culture africaine centrale, on sait que non. Tout ce que tu veux, sauf ça. Donc elle dit ok, non, les juifs on connaît, attends, c'est bien, ok. J'ai expliqué pour la nourriture, pour la vaisselle, pour les fêtes, pour Shabbat. Et après, je fais aussi des efforts. Je dis voilà, je peux pas faire ci, je peux pas faire ça, mais pour toi, je fais l'effort de faire ci. Donc, tout ça, ça a permis qu'on évolue ensemble. Parce que moi, je parle des parents parce que c'est eux les plus importants. Les amis, je sais que ça va, ça vient. Mais les parents, ils ont tant donné, on ne peut pas jouer avec ces sentiments-là. Donc après, quand je dis, ah, maman, tu sais, ton riz, tes haricots que j'aime tant, bah, je ne peux pas vraiment manger. Ah bon, pourquoi? Parce que c'est ça, c'est ci, c'est ça. À la fin, c'est elle qui venait chez moi faire la nourriture. Je dis, ah, tant mieux. Donc l'idée, c'est toujours expliquer. Quand on explique, ça permet d'éviter les problèmes. Et moi, ça m'a aidé à ce niveau-là. Après, tout ce qui est de la famille ou à l'alentour et des amis, la meilleure réponse que je puisse donner, c'est de vous faire une imitation de ma mère, qui est dans le bus, et qui croise une juive. Shalom. Oui, mon fils est juif, oui. Il habite à Artiguin. Voilà, donc elle est fière de dire partout, elle a un fils juif, quand elle découvre la communauté, elle fait... Donc quand elle voit, c'est ah, ça c'est des zouzas. Ah, vous savez, ah, mon fils est juif. Elle n'est pas juive. Voilà. Voilà, donc ça c'est très facile. Il faut juste préparer les gens et avancer avec eux. Il ne faut jamais leur imposer des choses. Il faut échanger.
Oui, non, ça vous avez certainement pris le bon chemin, mais c'est pas peut-être toujours évident pour tout le monde. C'est pour ça que la question. J'ai entendu des histoires compliquées pour moi. Oui, effectivement. Ça, Moi, j'ai eu de la chance à ce niveau-là. Mais il y en a effectivement pour qui, des fois, c'est des déchirures et que le choix du judaïsme, c'est soit la famille, soit le judaïsme. Malheureusement, c'est aussi des cas qui existent. Ouais. Je voudrais vous donner un petit témoignage. Je connais très bien ce problème des chrétiens, des juifs, et des chrétiens qui essaient de convertir les juifs. Parce que je me suis occupé de relations interreligieuses depuis 25 ans, 30 ans. Mais j'ai rencontré un cas exceptionnel. J'ai eu l'occasion de parler avec toute une série de prêtres et de pasteurs en leur demandant qu'est-ce que vous faites quand un juif, des gens qui aiment Israël, qui prétendent aimer Israël, quand un juif vient chez vous et vous dit qu'il veut se convertir, qu'il a été touché par la grâce. La plupart ont avoué que dans des circonstances pareilles, avoir à son tableau de chasse un juif qui se convertit, on peut difficilement y résister. Il y a un pasteur, je ne sais pas s'il est mort maintenant ou non, je l'ai fréquenté pendant toute une période, il est âgé et malade, il a été pasteur à Uccle, c'est une commune de Bruxelles, pendant des années. Il était d'ailleurs reconnu pour sa sévérité, son exigence de droiture, de précision, etc. Et il m'a dit, si la chose m'arrivait qu'un juif vienne me voir pour devenir chrétien, je vérifie d'abord quelles sont ses connaissances juives. Si ces connaissances juives me paraissent insuffisantes, je l'envoie à la yeshiva. Et puis, dans 3 ans, dans 4 ans, tu reviens me voir, on en discute. Mais je ne veux pas que tu te convertisses parce que tu ignores ce que tu perds, parce que tes parents, déportés ou pour d'autres raisons, n'ont pas pu t'enseigner le minimum nécessaire pour savoir quelles étaient tes racines. Et c'est le seul qui m'a donné une réponse pour laquelle je m'incline. Moi aussi, je m'incline. Extraordinaire. Il s'appelle Paul Vandenberg. Il mérite d'être dit, ce monsieur. Merci pour le témoignage. Heureusement qu'il y a encore il y a toujours des exceptions comme ça, mais celle-là est extraordinaire. Est-ce que vous avez rencontré beaucoup de juifs convertis noirs en Israël? Oui, parce que les Éthiopiens, quand ils sont arrivés, par exemple, il y a une trentaine d'années, même si certains en ont mal vécu, majoritairement ils étaient convertis, parce qu'il y avait peut-être un doute sur certains dossiers. Donc en fait, des convertis, déjà en Israël, il y en a énormément. Même ceux dont je ne doutais pas, qui après me le disaient, dans mon entourage, il y en a beaucoup. On n'imagine pas, mais c'est colossal le nombre de convertis que Israël aspire chaque année. Après, Israël, c'est vraiment un pays, il y a de 80 nationalités. On a de tout, et on oublie même sa couleur de peau. Je m'en souviens quand je vis en Europe, mais en Israël, on définit plus le religieux ou le pas religieux ou le laïc. Ça, c'est le débat en Israël. C'est pas le noir, le blanc. Ça, c'est pas le souci. Et vraiment, c'est un pays où il y a un melting pot qui aide à être bien intégré et à ne pas se soucier de son apparence extérieure. Parce que les gens, ils passent vite sur ça. Est-ce qu'il n'y a pas des Érythréens pour le moment qui ont très difficile en Israël? C'est un gros problème sur lequel on m'a sollicité et j'ai eu une réponse sur ça. Effectivement, pour ceux qui ne savent pas, il y a eu des manifestations, je crois l'année dernière, très virulentes en Israël, sur la population africaine qui vit un peu dans les quartiers pauvres de Tel Aviv. Et il y a eu un dérapage, qui est qu'il y a eu un couple qui était agressé, la jeune fille a été violée par quelqu'un de la communauté africaine. Donc ça a donné lieu à des manifestations énormes, avec le dose au dérapage et ce qu'il fallait. Et j'ai été interpellé sur ça. Regarde, comme il parle des Noirs, parce que les vidéos sur YouTube ont été demandées, on m'a envoyé plein. Qu'est-ce que tu dis, toi, qui viens d'Israël? Regarde comment il parle des Noirs. Après, je suis tombé par miracle, un jour, sur un article dans le Jérusalem Post. Qu'est-ce qu'il disait? Il y avait en fait un agent du Mossad, un Éthiopien, qui avait infiltré les réseaux d'immigration érythréenne. C'est-à-dire qu'on l'a mis en Érythrée, on a dit, regarde,
débrouille-toi, arrive en Israël. Trouve les réseaux, comment ça se passe, comment ils arrivent en Érythrée, en Éthiopie, peu importe, mais trouve cette information. Et cet étudiant-là, il témoigne dans Jérusalem Post, et il dit que dans son arrivée en Érythrée, il remarque qu'il y a des milices iraniennes qui orientent certaines personnes vers l'immigration d'Israël avec un discours précis. Partez en Israël et faites là-bas un beau bordel. Pourquoi? L'idée, c'est qu'à un moment, la population israélienne va réagir. Et quand elle va réagir dans ses tripes par rapport à une femme agressée ou quoi, parce qu'il faut savoir qu'en Israël, une femme, on ne la touche pas. C'est la règle en Israël. Ça, je vais l'expliquer aux Africains après, mais je reviens dessus. L'idée, c'est que la population, que l'opinion nationale soit très virulente pour que derrière le travail en Afrique soit facile pour toutes ces milices qui s'infiltrent. Donc en fait, ce n'est pas sans raison. Moi, ce qui m'avait choqué, et j'avais posé la question avant de trouver cet article, je me disais comment? Parce que j'ai été immigré. J'ai même été sans papier avec mes parents pendant un moment en France. Quand on est sans papier, on rase les murs. On ne se fait pas remarquer. Et on sait qu'à tout moment, on peut prendre l'avion et retourner au bercail. Et comment quelqu'un qui n'a pas de papier, qui vient d'arriver en Israël en quelques mois, il va aller violer une fille? Pour ceux qui ont été immigrés, vous pouvez comprendre cette question. Parce qu'un immigré, il n'a pas cette route, cette insolence de « Ah, il sait que, attends, j'ai fui là-bas, on s'en est sorti, allez, je préfère aller prendre à la préfecture tous les 3 mois, ne rien faire, mais rester tranquille. » Et cette raison-là qui m'a été envoyée par mail, j'ai vu le courrier, j'ai vu l'article, ça m'a fait comprendre en fait toute la dangerosité de ces milices extrémistes qui infiltrent l'Afrique et qui envoient en masse des immigrations qu'on pense être légitimes, mais en fin de compte, on sait qu'elles ne sont pas légitimes. C'est pour ça qu'Israël a du mal à gérer ces Érythréens, ces Soudanais, et c'est aussi ces Sud-Soudanais qui sont arrivés, et qui culturellement n'ont pas la même culture que les Centrafricains. C'est quelque chose de difficile. Ils ne sont pas juifs, ils n'ont pas forcément vocation à rester, et la manière dont ils arrivent pose question. Donc c'est vraiment un cas totalement différent de certaines communautés congolaises, nigérianes, ivoiriennes que j'ai vues là-bas, qui sont là depuis des années, et qui sont installés, qui ont leurs enfants dans les écoles juives, qui sont israéliens, ils ne sont pas juifs, ils sont israéliens, et qui ont compris c'est quoi la mentalité du pays. Mais effectivement, la question de ces Africains-là, c'est une question politique majeure, qui est encore, je crois, dans les papiers de l'Assemblée de la Knesset, parce qu'il y a un vrai problème dessus, et on ne peut pas agir violemment, parce qu'on passerait encore pour les méchants aux yeux du monde, mais il y a un problème d'infiltration qui vient d'Afrique, avec des réseaux de mouvements islamiques qui motivent les personnes à certaines choses. D'autres questions? Quand vous regardez très bien ce qui se passe, on est dans la région de Grand Lac, hein, et il prie beaucoup, il y a beaucoup d'églises, évangélistes, etc. Et ce qui m'a étonné, c'est que au niveau politique, ils sont manipulés, comme vous le dites, par les réseaux islamiques, etc., Iran, etc., avec des financements que vous voyez. Mais ça reste, à mon avis, au niveau politique, au niveau de la population, ça n'entre pas, parce qu'ils prient beaucoup, donc, ils adorent Israël, vous le dites. Comment, justement, avec votre projet mentionniste, on peut justement barrer donc la route à ces politiques qui sont manipulés par justement les islamistes? Question très importante. Pour être honnête, parler de foi, il faut beaucoup de foi dans ce sujet. Parce que le monde politique est un monde très dangereux. On n'en parle pas souvent, mais c'est un monde très dangereux, très fermé. Et encore plus quand c'est en Afrique. La manière la plus intelligente, c'est d'agir par le bas. Parce que les personnes au pouvoir, elles savent très bien ce qu'elles veulent. Et quand on est au pouvoir depuis 10 ans et qu'on n'a rien fait,
ce n'est pas la 11e année pour faire quelque chose. Comment agir par le bas en donnant de l'information et de l'éducation à ceux qui ont encore un esprit ouvert et qui ont envie de faire des choses. Moi, je crois qu'à un moment, on peut être le plus grand dictateur, mais chaque responsable, chaque dirigeant a besoin d'un peuple. Et c'est le peuple qui conditionne l'exercice du pouvoir. Donc en misant sur le social, sur justement l'échange culturel, notamment ce qu'on fait avec le mouvement Jeunesse Africa, c'est d'arriver à faire en sorte que toute cette jeunesse-là africaine qui n'a pas de voyage scolaire, qui n'a pas de projet dans l'année, puisse aller une fois tous les 2-3 ans, aller faire une petite semaine en Israël, découvrir le pays. Parce qu'un enfant qui voyage, qui ouvre sa tête, qui rencontre des gens, c'est un enfant qu'on ne peut plus rendre extrait. Parce qu'il a vu. Ce que j'ai vu, tu ne peux pas me le dire que je ne l'ai pas vu. Mais ce que j'ai entendu, tu peux me dire non, tu n'as pas bien entendu. Donc l'idée justement, c'est de miser à fond sur les masses, en leur donnant des réponses à leur foi, parce que même les gens qui prient, à un moment, la fin, elle est là. J'ai beau prier, mais si je n'ai pas de quoi manger, si je n'ai pas de quoi nourrir mon cœur, ma tête, même mon ventre, j'avance pas. Donc miser sur les masses, en termes d'éducation, en termes d'aide sociale, et à laisser le temps, les générations. Parce que le monde politique, c'est pas ce qu'on pense.